Clarisse d'Éric Simard. 1. Il est magnifique, bredouilla Selma en versant des larmes de bonheur. La jeune femme prit le bébé dans ses bras et lui caressa tendrement la joue. Greg, son compagnon, était aussi ému qu'elle. « Regarde, chérie, » murmura Selma en s'agenouillant devant sa fille. « C'est Orion, ton petit frère. » L'enfant tendit timidement la main et toucha le bras du bébé. Depuis le temps qu'on lui en parle, soupira Greg, 56 bébés avaient été livrés sur la base lunaire Armstrong. Leurs parents les réceptionnaient avec fébrilité et se prêtaient de bonne grâce à la procédure d'identification. « Je trouve qu'Orion a vos yeux, » nota Oxiane, la généticienne, en s'adressant à Selma. En 2072, environ 40 000 hommes et femmes vivaient en permanence sur la Lune. Ils travaillaient dans des chantiers miniers, des laboratoires scientifiques ou des observatoires spatiaux qui, tous, appartenaient à la Confédération américano-européenne. L'un des principaux problèmes rencontrés par les Luniens était leur impossibilité à concevoir un enfant sur ce satellite. Après plusieurs années de recherche, les scientifiques avaient conclu que l'absence du magnétisme terrestre et la faible pesanteur devaient être les principales causes entravant le développement des embryons dans le ventre des mères. Après des millions d'années d'évolution sur la Terre, l'homme découvrait avec stupéfaction qu'il ne pourrait s'affranchir facilement de son berceau originel. Toutes les tentatives de procréation sur la Lune s'étaient soldées par des échecs. La Confédération avait dû se résoudre à faire concevoir les enfants des Luniens sur Terre. Selma, par exemple, avait subi un an plus tôt un prélèvement d'ovules. Greg, de son côté, avait confié son sperme au généticien. Réalisée à Paris dans les laboratoires de la Confédération, la fusion des deux cellules avait donné un œuf, puis un embryon, qui avait été implanté dans l'utérus d'une mère porteuse. 9 mois plus tard, Orion naissait. Pour acheminer les bébés sur la Lune, la Confédération faisait souvent appel à Oxiane. Spécialiste de l'identification par l'analyse comparée des ADN, la jeune femme avait pour mission de contrôler les empreintes génétiques des couples afin de s'assurer que les bébés étaient bien livrés à leurs parents biologiques. Elle aimait beaucoup les instants de bonheur qu'elle partageait avec les familles réceptionnant les enfants. Elle se comparait en souriant aux cigognes qui, dans les contes de l'ancien temps, transportaient les nouveau-nés jusqu'à leur futur foyer. Ce travail occasionnel la changeait agréablement des analyses d'empreintes génétiques qu'elle effectuait régulièrement pour la police. « Oxiane » murmura Greg en entraînant la jeune femme dans un recoin isolé. « J'ai un service à vous demander. »« Si je peux vous aider » répondit la généticienne. « Voilà, c'est un peu délicat. Je sais que vous êtes très prise, mais si vous pouviez rendre visite à ma sœur à votre retour sur Terre, elle habite à Paris et elle m'a appelé avant-hier en me suppliant de l'aider. Vous êtes exactement la personne qu'il lui faut pour... » Greg s'interrompit. « Pour ?» Je ne peux pas vous expliquer son problème. Elle le fera elle-même. Voici ses coordonnées. Mais elle habite dans les catacombes, sursauta Oxiane. Ce n'est peut-être pas un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, mais je vous en prie, rendez-lui visite. Il s'agit d'un problème grave, très grave. Oxiane contemplait d'un air vague la terre à travers le hublot de sa cabine. Elle était trop préoccupée pour admirer le spectacle qui s'offrait à elle. Atterrissage sur la base de Roissy dans 30 minutes, retentit la voix du pilote. Elle activa son trans et composa le numéro que lui avait confié Greg. « Allô ? Oxiane Milotz. »« À l'appareil. Oxiane Milotz ?» réagit une voix enrouée. « Elle-même. Votre frère Greg m'a transmis votre numéro en expliquant que vous désiriez me voir. »« Oh, je n'y croyais plus. Merci, merci de tout cœur. Quand pouvez-vous venir ? C'est-à-dire, je vous appelle de la navette qui me ramène sur Terre et... Je vous en prie, venez vite, c'est important. » La jeune femme hésita un instant, puis elle se remémora le ton insistant de Greg. « Eh bien, je peux passer avant de regagner mon domicile, si vous le souhaitez. Disons, dans une bonne heure ? Quelqu'un vous attendra à votre arrivée dans la station principale des catacombes. » « Entendu. Je porte une combinaison orange et mes cheveux sont bleu marine. »« À tout à l'heure, » se réjouit la femme. « Et merci, merci beaucoup. » Oxiane désactiva son trans et réfléchit au rendez-vous qu'elle venait de confirmer. « Les catacombes, soupira-t-elle.
Dans quoi me suis-je embarqué? À la sortie de la base de Roissy, la jeune femme s'engouffra dans un taxi-navette qui la conduisit place d'Enfer Rochereau au cœur de Paris. Elle régla la course et gagna l'accès aux catacombes, sorte de cité souterraine où des milliers de Parisiens indigents avaient, depuis une vingtaine d'années, trouvé refuge. Enfant, elle avait pénétré une fois dans cette gigantesque fourmilière et en avait gardé un souvenir désagréable. Elle entra dans un ascenseur public, se tassa contre une des parois et attendit que les portes se referment. La plupart des individus qui l'entouraient portaient sur leur visage les stigmates d'une vie difficile. Misérablement vêtus, ils poussaient de lourds bagages remplis d'accessoires variés achetés sur les marchés pauvres des banlieues parisiennes. Après quelques secondes, l'appareil vibra et crissa comme pour annoncer une descente aux enfers. 100 mètres plus bas, lorsque les portes s'ouvrirent, Oxiane eut l'impression de pénétrer dans un monde en perdition. Des centaines de personnes en haillons s'agitaient et criaient dans un vaste hall mal éclairé afin de signaler leur présence aux nouveaux arrivants. La jeune femme eut un mouvement de recul. Mauvais air conditionné, clameurs incessantes, cette pitoyable cour des miracles du XXIe siècle était hélas conforme à des souvenirs d'enfants. Elle avança prudemment, espérant se faire rapidement reconnaître par la personne venue la réceptionner. Oxiane Milos, Oxiane Milos, entendit-elle soudain. Elle se retourna et chercha l'auteur des appels. Je suis là, reprit la voix. Oxiane baissa les yeux et découvrit un enfant d'une dizaine d'années. Je m'appelle Sourle. Sourle Bayon. Je suis le neveu de Greg. Je viens vous chercher. La jeune femme resta abasourdie. Le garçon lui saisit une main et l'entraîna à l'écart de la foule. Il y a toujours beaucoup de monde à l'arrivée des aériens, expliqua-t-il. Mais je n'ai pas eu de problème pour vous reconnaître. Vous êtes riche? C'est-à-dire, je gagne ma vie normalement, sans plus. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas d'argent. Maman n'aime pas ça. Venez, personne ne vous fera de mal. Les catacombes consistaient en un dédale de larges souterrains éclairés en permanence par une lumière artificielle presque aveuglante. 15 niveaux d'habitation abritaient la population. Des aéroglisseurs filaient dans ce labyrinthe sans se préoccuper des piétons. Il y a souvent des accidents, expliqua Sourle. L'autre jour, une panne d'électricité a provoqué des carambolages et des scènes de pillage qui ont fait 52 morts. Oxiane suivait le garçon en regrettant 1000 fois de s'être jeté dans une telle aventure. Les artères lui paraissaient interminables. Tous les 30 mètres, des tunnels sombres s'échappaient des flancs des vastes couloirs. De vrais coupe-gorge, lui dit Sourle. Ils servent de refuge aux voyous. Il y a 122 bandes rivales dans les catacombes. Elles se planquent dans ces boyaux. Oxiane avala sa salive. Et la police? Demanda-t-elle. Ah oui, j'oubliais. Avec la police, ça fait 123. Écoute, petit, réagit Oxiane. Je n'ai pas envie de finir mes jours ici. Où m'emmènes-tu? On arrive, la rassura Sourle. Ne vous inquiétez pas. Tant que je suis avec vous, vous ne risquez rien. Le garçon s'arrêta devant un boyau semblable aux autres. Il désigna le nombre 1056 gravé sur le fronton. C'est ici, suivez-moi. Il s'engagea à 4 pattes dans le couloir sombre. Oxiane n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Si on m'avait dit que je crapahuterais dans des trous de rats, s'énerva-t-elle. Elle s'agenouilla et avança comme elle put. De temps en temps, elle s'arrêtait et tendait l'oreille pour s'assurer que le garçon progressait devant elle. La pénombre fit bientôt place à une semi-obscurité, puis, après un angle, une lueur inonda brutalement le conduit. Une vaste alvéole creusée dans la roche apparut. « On est arrivé !» s'exclama Sourle. Oxiane poussa un soupir de soulagement. Parvenue au bout du tunnel, elle se redressa et dépoussiéra ses habits. « Bienvenue dans notre humble demeure !» grinça une voix enrouée. « J'espérais tellement votre arrivée. » Oxiane leva la tête et découvrit une femme brune d'une 50aine d'années, le teint sombre, revêtue d'une vieille combinaison déchirée. « Votre frère Greg m'a dit qu'il y avait urgence, déclara la généticienne, puis elle ajouta d'un ton pressé. « Pourquoi m'avez-vous fait venir ?»« Pour Clarisse, » répondit la femme émue. « Nous l'avons recueillie il y a 1 mois. Venez, elle est derrière cette tenture. Vous pouvez approcher. » Oxiane avança, tira l'épée rideau et resta pétrifiée. « Une chimère humaine, balbutia-t-elle. La créature était étendue sur un matelas de fortune. Ses yeux étaient fermés
et elle respirait difficilement. « Je crois qu'elle n'en a plus pour très longtemps, » soupira la femme. « Comment est-elle arrivée jusqu'ici ? Nous l'avons trouvée un jour devant notre tunnel, enveloppée dans une sorte de djellaba qui lui voilait le corps. Elle était déjà très malade. Elle a dû passer par les égouts. Elle sentait si mauvais quand on l'a découverte. » Saul s'approcha en silence. À son regard embué, Oxiane devina la place que la créature avait prise dans son cœur. « Mon fils jouait souvent avec elle », confirma la mère de l'enfant. Oxiane avança pour mieux observer la tête de la créature. Les tempes et le pourtour des yeux étaient recouverts de poils bruns et rêches. Du crâne émergeaient de longs cheveux châtains apparemment soyeux. La partie inférieure du visage était la plus difficile à décrire, une sorte d'amalgame entre la gueule d'un singe et la bouche d'une jeune humaine. La taille de la créature était celle d'une femme moyenne. Sur son long bras droit velu était tatoué un nom qu'elle n'eut pas de peine à reconnaître. Clarisse. Elle approcha la main. « Ne la touchez pas !» cria Sourle en s'interposant. « Calme-toi !» répondit sa mère. « Mademoiselle Milox est venue pour nous aider. »« Elle peut parler ?» demanda Oxiane. « Elle n'a jamais prononcé un mot. Elle s'exprime par des gestes ou par des mimiques, mais Sourle pourra vous le dire. Elle semble deviner les choses. C'est même assez troublant, une sorte d'instinct intelligent. Par exemple, il y a 1 heure, elle a ouvert les yeux et elle s'est agitée comme si elle pressentait votre venue. Vous allez me trouver complètement folle, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas arrivée ici par hasard, comme si elle avait cherché à nous rencontrer. » Sur ces derniers mots, les paupières de Clarisse commencèrent à s'entr'ouvrir. La créature dévoila ses yeux dans un ultime effort. Elle croisa le regard d'Oxiane et la fixa un long moment. On dirait qu'elle veut me dire quelque chose. De son visage émanait une profonde détresse. Sa respiration se fit soudain plus lente, ses yeux se tournèrent vers le plafond, puis plus rien, plus un souffle, plus un frémissement. « C'est fini », lâcha la femme, en serrant Sourle contre son ventre. Elle consola l'enfant, secoué par de lourds sanglots. Elle était trop malade. On lui a apporté tout ce qu'on pouvait. Le garçon se leva et disparut dans les souterrains en pleurant. Oxiane resta immobile devant la défunte. Jamais elle n'avait imaginé rencontrer un jour une telle créature. « Comment est-ce possible ?» se demanda-t-elle. La création de chimères humaines a toujours été interdite, et les rares chercheurs qui ont outrepassé les règles ont été radiés et condamnés à de lourdes peines de prison. Elle souleva le drap qui recouvrait Clarisse. Son corps était à dominante simiesque. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police ou un hôpital ?» Elle levait souvent son index et le plaçait devant sa bouche, pour nous faire comprendre qu'il fallait garder le silence sur son arrivée, répondit la femme. Chaque fois qu'elle faisait ce geste, ses yeux exprimaient une terreur qui nous donnait la chair de poule. Quand elle entendait les policiers patrouiller dans les souterrains, elle se mettait à trembler comme une feuille. Et puis, il y a quelques jours, son état s'est subitement aggravé. Je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai appelé Greg, qui m'a parlé de vous. Il m'a promis qu'il vous demanderait de nous aider. » La femme ferma lentement les paupières de la chimère, puis se tourna vers Oxiane. « Il faut trouver les salauds qui l'ont créé, » lâcha-t-elle d'une voix grave. 3. Dans le taxi-navette qui la ramenait à son domicile, Oxiane réfléchissait à son étrange rencontre. Le visage de la créature ne cessait de la poursuivre. « Clarisse s'est enfuie du laboratoire qui l'a conçue, » se dit-elle. « Ça ne fait aucun doute. Puisqu'elle voyait dans la police un danger potentiel, pas question que je leur communique ma découverte. Je mènerai mon enquête seule, discrètement. » Elle frémit un instant en réalisant qu'elle s'engageait dans une enquête à haut risque. Depuis 1 mois, le laboratoire responsable a dû tout mettre en œuvre pour retrouver Clarisse. Pas facile pour eux. Les catacombes sont immenses. Je vais utiliser l'effet de surprise pour remonter la piste. Le taxi-navette s'était immobilisé dans les airs à l'approche du boulevard Voltaire, puis s'était posé en douceur devant l'entrée de son immeuble. Pourquoi Clarisse a-t-elle été créée ? Se demanda-t-elle en poussant la porte de l'ascenseur. Pour quelle raison un chercheur aurait-il pris le risque de mettre au monde une chimère humaine ? Oxiane pénétra dans son appartement, s'installa à son bureau et ouvrit sa mallette. Elle vérifia la présence de tous les échantillons prélevés sur le corps de Clarisse. Poils,
fragments de peau, d'ongles, d'ovaires, de foie et d'intestin, recueillis au moyen d'une sonde perforante. Grâce à son trans, elle avait pris des clichés de la chimère au rayon X, elle les ferait parler à l'Institut. Si tout se passe bien, je saurai bientôt de quel laboratoire Clarisse s'est échappée. Ce soir-là, Oxiane aurait dû rejoindre la salle d'arts martiaux pour son entraînement de jiu-jitsu, mais les derniers événements l'avaient éreintée. Elle gagna sa chambre et tenta de trouver le sommeil, hantée par le regard agonisant de Clarisse. Joss la salua avec empressement le lendemain matin à l'Institut de décryptologie génétique. Le chercheur lui faisait la cour depuis leur première rencontre. Chaque fois qu'Oxiane devait procéder à des analyses de gènes, il s'arrangeait pour la surprendre dans les couloirs du centre. « Bonjour, Joss. J'ai besoin de travailler sur le décrypteur d'ADN. Je voudrais ne pas être dérangée. C'est possible ?» En échange de ses missions sur la Lune, la jeune femme pouvait disposer des appareils de l'Institut quand elle le souhaitait. Ce centre dépendait directement du ministère de l'Intérieur, lui-même sous tutelle de la Confédération. « Vous avez l'air bien pressé, » s'étonna Joss. « Je voulais vous inviter à boire un café. Le travail d'abord !» l'interrompit Oxiane en s'engouffrant dans la salle du décrypteur. L'appareil trônait au milieu de la pièce. Elle sortit les fragments prélevés sur Clarisse et les traita chimiquement. Sur chaque échantillon de tissu, des marqueurs spécifiques identifièrent des cellules provenant de 2 espèces animales différentes. « Clarisse semble être issue d'un assemblage d'embryons, se dit-elle, vérifions. » Oxiane eut recours à plusieurs techniques de séparation pour isoler l'ADN des cellules d'espèces différentes, puis elle injecta les solutions obtenues dans le décrypteur. « J'ai une demi-heure devant moi. Je vais jeter un coup d'œil sur les radios. » Elle entra ses clichés dans l'ordinateur du laboratoire et découvrit l'étrange anatomie de la créature, puis elle confronta ces données aux vues anatomiques de tous les primates existants. Le résultat fut sans appel. La chimère avait des particularités anatomiques propres à 2 espèces, les humains et les orang-outans. Le squelette et les organes se sont mis en place harmonieusement. Certaines parties internes, comme l'appareil reproducteur, semblent avoir une morphologie plus humaine que simiesque. L'analyse de l'ADN confirma les observations anatomiques. Un des 2 types de cellules contenait bien des gènes exclusivement humains. La banque de données génétiques de l'ordinateur identifia ensuite l'origine des autres cellules. Elles provenaient de l'espèce d'anthropoïdes qu'elle avait déjà reconnue à partir des clichés d'orang-outan. Clarisse aurait donc été créée à partir d'embryons d'êtres humains et d'orang-outans, réfléchit Oxiane. Elle est née dans un labo parisien et se serait enfuie pour se réfugier dans les catacombes. Des dizaines de labos dans la capitale travaillent sur des cellules reproductrices humaines, notamment pour étudier les maladies génétiques ou réaliser des fécondations in vitro. Il faudrait les contrôler tous en même temps, sinon, à la première alerte, le coupable détruira le moindre indice. La jeune femme réfléchit encore quelques secondes et les embryons de singes. Les laboratoires qui travaillent sur les orang-outans doivent être rares. C'est par là que je dois commencer mon enquête.